Je crois que c'est un des premiers jours où j'ai pleuré en studio vraiment à chaudes larmes et de joie, quoi. Ça, je supporte pas les mecs qui en studio commencent à passer 1h30 à parler du son de basse. Ça, je comprends pas ce truc-là. Savoir quand intervenir et comment le faire et d'une manière où ça se voit quasiment pas. Il faut être très subtil en studio. Du coup, Marc, là, on ouvre une session. Merci à toi Merci d'ouvrir à une toi. session. Et puis, donc c'est quoi comme session du coup qu'on ouvre? Alors, je vais vous faire plutôt écouter du Cocoon aujourd'hui. Vu que Ah ouais, ça, c'est... Non, mais j'aurais pu faire d'autres artistes, mais je me suis dit, bah, tiens, allons-y sur ma recette. Voilà. Tant qu'à faire. Alors, moi, j'enregistre essentiellement sur Logic Pro. Ok. Voilà, j'ai jamais compris les mecs qui utilisent Cubase, d'ailleurs je vous déteste, arrêtez de suivre ces cette vidéos. vidéo. Ableton, why not, mais vous êtes vraiment bizarre. Et Pro Tools, je comprends pas, le délire. Voilà, on s'est mis à dos 80% de la communauté. non, je plaisante. non, je rigole. En fait, non, c'est que Logic me permet, pour être dans la création, en tout cas à la volée, c'est un peu mon cas, vu que je suis jamais vraiment sûr encore des fois du tempo ou d'un shaker, des fois il y a une banque de sons, des fois qui me sert. Non, Cubase, j'ai enregistré des disques dessus, Welcome Home, le troisième Cocoon, ainsi que mon album solo Speed of Light, on l'a fait sur Cubase. Pro Tools, à chaque fois, je m'en sers aussi pour mixer, etc. Et Ableton, je viens de faire mon dernier single qui sort d'ailleurs cette nuit. Alors bon, quand la vidéo sortira, il sera déjà sorti, il s'appelle I Love You, on l'a fait sur Ableton. Donc tu vois. Ouais, comme quoi t'es pas sectaire. Ah mais pas du tout, parce que j'ai dit, je plaisantais. Attends, quand tu disais je change de tempo et tout, ça veut dire que Ouais, c'était déjà arrivé de changer de tempo en cours de route et du coup, Logic, tu refais les prises quand même ou... Non, des fois non. Non, tant que c'est 1 ou 2 dB ou 3 ou 4 et que t'as pas trop d'artefacts, ça part. Tu vois, là par exemple, j'ai l'impression que c'est le cas quand il y a ce truc-là. J'ai l'impression que j'avais essayé d'affiner la vitesse. Disons que là, la chanson qu'on va entendre, c'est la première fois que je l'ai jouée et la dernière finalement. Ah oui, je répète pas avant, j'enregistre vraiment, c'est même. Voilà. Donc, ça, c'est une chanson qui est le premier single du dernier album, What We Leave Behind, qui est sorti en avril. Ça, c'est le premier single qui était sorti en décembre 2023. C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui parle de la santé mentale. Et l'album, en fait, il y avait toute cette idée de détruire pour créer. Donc, il y avait l'idée de destruction et de creation. Donc, je suis parti un peu dans ce concept-là. En même temps, en faisant ça, de salir un peu le son de Cocoon habituel, parce qu'on m'a souvent pas reproché, mais dit que c'était un son très propre. Ce qui fait qu'à mon avis d'ailleurs, très analo, etc., et c'est un son qui a fait que les disques ne sont pas trop démodés avec le temps, ça fait 20 ans. Alors finalement, ce qui est numérique était très processé, supporte mal les années en général. Ou le fait que ce soit très acoustique aussi. Voilà, que ça traverse les époques, un peu comme les disques de nos idoles. Alors je ne me compare pas du tout à eux, mais c'est vrai que moi j'écoute beaucoup de Dylan, de Neil Young, de Fleetwood Mac et tout, et finalement, j'ai l'impression que ça a été enregistré avant-hier. Ouais, c'est ça. Donc là, on est parti sur... une chanson qui est très simple, vous allez voir donc les batteries sont en rouge, la basse en marron, la guitare en orange et les voix en rose. On va commencer par la guitare. Une ES-125, c'est la guitare tu sais, avec des ouïes des années 50. Ouais. Et en fait, c'est une guitare qui sonne crin-crin comme ça. Est-ce que tu as assez de volume? Ça va aller? Tu veux plus de volume toi? Non, toi ça va? Ouais, ça va. Ah, ok. Donc en gros... Non, ça c'est bon. Voilà, donc tu vois, ça sonne crin-crin. J'ai mis un micro devant, là, je pense que c'est un... Devant, ça doit être un U... À l'époque, c'était un U47 à lampe, je pense. Et gauche-droite, c'est la même guitare, mais parce que j'aime bien enregistrer avec 3 micros à chaque fois. Et là, c'est la stéréo, tout simplement. Donc les 3 ensemble, ça fait ce son-là. Voilà, ça fait un son de crin-crin. Et en même temps, j'enregistre la DI de la guitare. Vraiment, à chaque fois... Comment t'enregistres, toi, du coup, une chanson, tu as une prise de guitare, tu vas essayer de faire la chanson en entier plusieurs fois et après là, tu fais du comping ou alors... Non, tu vois que là, il y a un tempo, mais en général, on se clique pas. Avec Kevin, on essaie de faire pas cliquer. Là, il fallait parce qu'on a fait une drum à posteriori. À la base, en fait, la chanson était guitare à voix et on a fait une drum à posteriori. D'accord. Là, on voit que j'ai fait la chanson. Alors, soit j'ai édité à l'intérieur de la même prise, mais en général, tu vois, je fais des longues... Non, je la joue en entier. Ouais, et après, j'affine. Ça se trouve, il y avait un accord qui déconnait et tout ça. Oui, d'accord. Tu refais après des petites portions, c'est ça? Même pas, non, je vais prendre un truc... Ça se trouve, j'ai pris ça et je l'ai copié là. Ah oui, d'accord. Ça dépend. Mais là, par exemple, si on écoute, tu vas voir ce qui s'est passé ici. Non, c'est rien, tu vois, je pense que c'était juste un squeak, c'est des squeak. Et tu l'as joué une fois en entier, puis après tu te débrouilles. Ouais, en général, ouais. Et je vais très vite en éditant. Ensuite, il y a une guitare numéro 2 qui rentre, donc à chaque fois, tu vois, toujours ces 3 micros là. La guitare, pour moi, c'est toujours 3 micros, que j'allume ou que j'éteins au fur et à mesure. Donc là, c'est une J200, je crois. Ah non, ça, c'est une... c'est la Martin, je pense. J'ai pas noté, pareil, je note pas ça. C'est juste qu'à un moment, ça ouvrira quand on verra que la batterie, le second, ça lui donne plus de corps. Voilà. Presque un effet de 12 cordes comme ça. Ensuite, la batterie, ça a été très, très simple. La batterie, c'est toujours kick in, kick out. Tu peux nous le faire écouter chacun
Le in et le out. Ouais, alors le in à l'époque c'était un D12 VR, je crois. On n'avait pas le vrai D12. Le kick out c'était un 47 FET, mais une imitation de chez Flea que j'avais acheté, qui était super, ça fait ça. Voilà, donc les deux ensemble. Ensuite en snare top, je pense que 57. Vraiment le truc basique. Le snare bottom, c'était un 57. Donc les deux ensemble. Inversez bien la phase entre les deux, hein, évidemment. Donc kick snare. Donc vraiment, truc basique. Là, il y a un petit roulement ici. Voilà, c'est tout. Et les calls qu'on ouvre. Pour avoir cette room un peu Neil Young. Ouais. A posteriori, on a enregistré un shaker. Donc là, c'est la room qu'on a eue. Hein. Non, ça, c'était dans une autre pièce. D'accord. Malheureusement. Ça, c'est ça. Et après, un tambourin qui tombe sur tous les quatre. Et voilà. D'accord. On a enregistré ensemble, en live. Là, vraiment, c'est enregistré tout ensemble, basse et batterie. On pourra t'envoyer la vidéo, d'ailleurs. On l'a faite en vidéo. D'accord. C'est moi à la Hofner et donc Kevin à la batterie. Ça fait ça. Vraiment des rondes comme ça. En direct, ça, c'est en direct dans le 61-76. Et tout ça, là, toutes ces prises-là, c'est dans le 4710. Et dans les CAPI de la Lunchbox. On a vu ça tout à l'heure. Le shaker, c'est les calls. Et le tambourin, c'est les calls en post-prod. Voilà, donc quand on met tout le monde, on voit tout vraiment très très folky. Et là, attention, deuxième guitare. Donc voilà. Ensuite, les voix, c'est assez particulier, c'est que je vais faire un effet Elliott Smith. C'est-à-dire qu'en fait, donc lui, donc j'enregistre ma voix lead au 47. Et j'ai tout de B. Donc en gros, ça fait... Oh, it's way too late. I'm 38. J'avais envie de... Les textes sont très très deep, très très intenses, très très intimes. Et le fait de le chanter deux fois, je trouve que ça permet de le chanter plus bas, mais avec beaucoup plus de puissance. Ça donne un effet fantomatique aussi. Et ensuite, à chaque fois, je fais des backing vocals. Pour faire le doublage, tu fais pas comme Lennon qui en avait marre de faire des doublages, des backing vocals. C'était tu mets un délai. Non. Ça t'arrive jamais. Non, je rechante deux fois. Tu rechantes. Ça donne un effet plus fort. Là, j'ai fait des backing vocals pareil gauche-droite à chaque fois, donc on voit paner. Oh, it's way too late. I'm 38. I survived, but still I'm afraid. I shit my pants when I don't wet the bed. J'aime bien les backing vocals très tight. Tu n'utilises pas de plugin non. Pour le synchro arts. Synchro arts, ouais, je l'ai évidemment, mais ça marche pas. Par contre, les voix, ce qui est intéressant, donc j'utilise toujours cette chose là, qui est chez Waves, qui est magnifique parce que c'est vrai que ça permet tout de suite de rentrer dans le mix sans avoir à faire forcément d'automation. Alors j'en fais des automations, mais finalement grâce à ce truc assez peu. C'est vrai, c'est génial quoi. Du coup ça masse la voix et quand tu rajoutes, je mets toujours ce petit truc aussi en plus, un petit LA2A et les deux ensemble ça fait un truc génial quoi. Alors, j'ai ouvert la bonne piste. T'as le vocal rider, tu l'utilises comme ça en direct parce que ça peut créer une automation aussi, non? C'est ça? Ouais, il peut te le dessiner aussi si tu veux. Ouais. Et ça tu le... Non, franchement. Donc voilà, et quand tout le monde rentre du coup... Oh, it's way too late. I'm 38. I survived, but still I'm afraid. I shit my pants when I don't wear the bed. Voilà. Là, il y a d'autres chœurs qui vont rentrer là. Ils font ça. Là, il y a un peu d'autotune d'ailleurs. Là, c'est pas que ta voix là dans les. Si, c'est ma voix. Comment tu écris les harmonies comme ça, vocales? Tu essaies des trucs, tu fais comment? Ouais, je suis la lead. Donc là, ça fait It's where I know you shine. Donc t'as dit It's where I know you shine. It's where I know. Je fais toujours les. Donc ça, tu vas voir, ça va le faire. In the darkness is where I know
You shine to finally love you more. Très bon hiver, un peu dans l'esprit. Ouais. Enfin, sans son talent, évidemment, mais j'essaye de... Enfin, c'est marrant, tu t'es demandé si c'était vraiment moi. Des fois, j'essaie de faire... It's where I know, it's where I know. De faire des petites voix un peu comme ça, ce qui fait ça. Tout mélanger. Ouais. Ça fait comme si tu avais vraiment des chanteurs différents. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'ai la chance d'avoir une texture. Je peux monter très très haut. Donc, je peux pas descendre très bas, mais je peux monter vraiment de... It's where I know. Des trucs vraiment de femmes... Et c'est très cool ça, tu vois. T'as vu les trucs d'IA aussi Ouais. Ça t'intéresse ça ou pas? Du tout, non. Bah, je suis un peu contre ça, quoi. Peut-être que je vais m'en servir, mais là, tout le dernier album, What We Leave Behind, c'était vraiment... J'ai plutôt fait l'inverse de l'IA, c'est que j'ai créé mes propres plugins. Tu vois, par exemple, là, j'ai toujours eu ces plugins un petit peu de Reels, avec du Flutter, des choses comme ça, le RC20, tous ces trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'entendais maintenant dans tous les disques. Et j'ai essayé de le faire moi-même avec mes propres cassettes ou mon propre Revox. Et c'est vrai que ça change tout, quoi. De le faire soi-même en abîmant ses propres bandes. Au moins, personne ne peut faire mon propre RC20. Voilà. Par contre, ça, c'est vrai que c'est fantastique quand on n'a pas le temps. Là, ce jour-là, j'avais notamment pas le temps, on dirait. Voilà, mais ça, c'est une chanson assez particulière parce qu'on l'a enregistrée en une prise avec Kevin. D'accord, ouais. Et c'est la première chanson qui est sortie de l'album. Parfois c'est efficace. Hein. Ensuite on en a une autre alors qui est assez particulière, que j'aime beaucoup, Goodnight, qui est sur pareil, c'est un album assez deep, hein, donc ça c'est une chanson qui parle d'un décès de quelqu'un de très proche, parce qu'on arrive à 40 ans et on commence déjà à perdre malheureusement des gens. Ça c'est une chanson qui parle du moment où la personne va partir, on est à l'enterrement. Premier couplet, on est au moment où c'est la fin de la maladie, où il va partir, et le deuxième couplet, c'est l'enterrement. Donc voilà, j'ai raconté ça. Il y a beaucoup d'hommages dans cette chanson, notamment à la fin, on va en parler, mais à Radiohead aussi, qui est un de mes groupes préférés. J'adore surtout, alors les gens vont m'insulter sur Audiophile, j'ai l'impression que vous aimez tous OK Computer. Je rigole. Non, moi j'adore à partir justement de Key Day, Amnesiac, ces deux-là, et surtout King of Limbs, qui est magnifique et qui est mal aimé. Oui, c'est vrai. Et ce que j'aime bien, c'est que tu sens que Key Day, il y avait un côté, ils ont vraiment tout pété, ils ont fait un truc nouveau, et que les albums suivants, ils sont un peu revenus, mais juste ce qu'il fallait. Et c'était vraiment super. Et Key Day, ça a été une grosse claque, surtout qu'on a le même âge, toi et moi, et que je pense qu'on a... J'avais connu évidemment OK Computer, qui est un très grand disque, mais je trouve que Key Day est encore plus immense. Mais voilà. Surtout dans la démarche artistique, quoi. Bien sûr. Qui est dans la destruction, que j'adore justement, détruire pour créer, quoi. Alors, là, c'est une chanson qui est basée sur une chanson au Wurlitzer, et qui est assez intéressante, c'est que j'ai enregistré un Wurlitzer éteint. Donc, je voulais vraiment que la personne qui était pianiste, en fait, qui est décédée, que le piano soit mort comme lui. Ouais, d'accord. Donc, en gros... Voilà, donc là je l'ai enregistré vraiment éteint avec l'iPhone devant. Ah ouais, avec l'iPhone. Voilà. Et ça je l'ai passé dans... Ah non, ça c'est un reel aussi. Si je l'enlève, tu vois, il est tout propre là. Et ça donne un côté vraiment fantomatique. Voilà, j'ai quand même soutenu avec un peu de DI. Donc je pense que finalement il était un tout petit peu allumé mais pas fort. Pareil, qui passe dans le même plugin. Ça, c'est vraiment un plugin à avoir quand vous n'avez pas le temps. Ça donne une patte, notamment avec ce bouton là qui d'ailleurs est presque à fond, là, le préemphasis, qui fait ça en fait, qui le rend vraiment très audible. T'as essayé RC20 aussi ou... Ouais, je l'aime moins. Et pareil, ma voix, je l'ai doublée. Il y a une guitare nylon aussi qui fait le liant Thuram. C'est parti. Très bon. Donc ma voix, U47, et le dub qui passe dans un décapitateur, on dirait très bien, mais très léger. On dirait qu'il y a un délai. Ah c'est ça c'est super bien ça. Le Cooper Time Cube chez UA. Ça fait quoi ça? Un écho. D'accord. Regarde, on l'entend, il fait... Voilà, alors là c'est la première fois que j'ai enregistré un Moog numérique. La chanson est conçue en A, B et C, on va aller vite fait à la B. Donc là c'est un Moog Logic, voilà, que j'adore. Celui de Logic. Celui-là là. Tout con, l'hyper lead. Tu utilises beaucoup de plugins stock? Là c'était la première fois de ma vie. Et j'ai trouvé que j'avais pas le temps, j'avais un clavier sous la main, et il me fallait... Et il y a un Teenage Engineering qui fait un son fantôme un petit peu, donc ça fait ça les deux ensemble. Et avec le Wurli. Avec la guitare.
Il y a une batterie qui va rentrer. On pose l'ambiance, c'est l'enterrement. Les gens sont tristes. On pose les fleurs. Et là on passe sur le petit drum. Alors, là c'est une chanson particulière parce que j'ai superposé pas mal de trucs. Donc il y a un kick, je crois que c'est le kick de Loopy One. Voilà. Une snare qui arrivera plus tard. Un snap. Voilà. Okay. Un piou. J'ai appelé piou. Alors, au moins c'est évocateur, quoi. Une clave dans le Space Echo en direct. Ça, c'est Kevin, je me souviens, qui avait fait ça. Magnifique clave. Voilà. Et à la fin, on se retrouve où là, on a accumulé. Donc, voilà. La Charlet, je me suis inspiré d'une vidéo de Billie Eilish qui, tu vois, cette Charlet, elle parlait d'un passage piéton en Australie qui avait inspiré un... Et tu sais, les passages piétons, ils font ce bruit-là quand tu traverses. Oui. Donc voilà, ça, je me suis inspiré de beaucoup de gens sur celle-là. Pour les personnes non-voyantes, c'est exactement, ça exactement. Et donc là, le but du jeu, c'est que j'avais envie de mélanger... Donc la personne, ça y est, est décédée, elle monte au ciel. Et l'idée, c'était de mélanger à la fois Pyramid Song de Kid A, que je trouve sublime, avec la suite d'accords, et en même temps l'esprit de Kid A aussi, d'Everything in its Right Place. Et ça donne ça. Là. Ah oui, j'aime bien ça aussi. Des fois, j'ai souvent ma voix dans le téléphone qu'on voit sur le bureau, où je fais ouh, 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 un peu comme les rappeurs quand ils font wow, wow, tu vois. Et donc, à contre-temps, ça fait ce truc-là. Là. Voilà, ça, je l'utilise beaucoup aussi dans Cocoon, ça. Donc voilà, plein d'influences comme ça. James Blake, Radiohead, Billie Eilish... Et j'adore cette fin, quoi, je la trouve cool. Elle est chouette. Et pareil, la voix, j'essaie de faire des trucs les plus crades possibles, par exemple, si on n'écoute que la voix. Voilà, des trucs comme ça. On fait exprès, du coup, je veux que ça soit... je vais mourir. Enfin, donc voilà. Ensuite, une troisième chanson. Allez, go. Beautiful Things. Donc ça, c'est une chanson piano-voix qui est quelque chose d'assez rare dans Cocoon. Alors là, ce que j'ai fait, c'est intéressant ce que j'ai fait, si je peux me permettre. Donc j'ai enregistré le piano. Permets-toi. Très près des feutres, dans des nives. Voilà, chanson piano, la voix qui rentre, U47. The very first kiss, the empty streets. Alors là, c'est l'inverse, c'est une chanson plutôt bonne vibe où je fais la liste de toutes les beautiful things de ma vie. Donc là, le premier baiser, les rues de Paris, une tranche de pain frais, l'odeur d'un livre, tous les trucs qui me font kiffer dans la vie. D'accord. Une interview de fanzine. Qui est au top, hein, évidemment. C'est le highlight. J'aurais dû appeler Beautiful Audio Fanzine Things. Donc piano-voix, hein, rien de spécial, on écoute vite fait. The very first kiss, the empty streets of Paris. Tout passe là-dedans, ça c'est super ça. Ça, quand pour le piano, c'est sublime. Bref. Et en fait, il y a une partie ensuite que j'appelle la partie flutio médiévale. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait 3. C'est avec lui là Exactement. Il y a le mélotron là. Exactement, putain, on devrait faire un quiz à la fin. Donc il y a en même temps, il y a marqué mélotron. Ouais. Donc il y a ça qui est le Moog Sub 37 qui est chez Kevin, qui est magnifique. Un petit son comme ça, un petit son de canard qui a le Covid. C'est vrai qu'il y a un côté très vivant, quoi, vivant-mourant. Ouais, vivant-mourant. Voilà, à chaque fois je les passe dans des cassettes évidemment, des trucs. Là, le petit flutio qu'on n'a pas eu tout à l'heure de Strawberry Fields. Et la réponse du flutio. Pourquoi ma reverb est cassée ? Alors, j'utilise énormément cette reverb là. Ouais. Beaucoup de plugins UAD quand même. Ouais, ils me les ont filés à un moment, donc du coup je les utilise. C'est intéressant, on va regarder qu'est-ce que j'ai. Je me suis fait un petit dossier AA, c'est tout ce que j'utilise le plus. D'accord.
Alors, l'amp designer de Logic, je l'adore. C'est pas quand tu fais la prise de Take On Me, on est d'accord. Auto-Align, c'est pour la batterie, quand tu veux toutes les phases nickel. Auto-Tune, je ne l'utilise plus du tout. En plus, il marche plus, je sais pas pourquoi, j'ai pas fait la mise à jour. Compresseur, c'est le compresseur de Logic, je m'en sers pour faire les sidechains. Il est super pratique pour ça. Décryptateur, évidemment. Un DSR pour les voix, il est super, c'est celui de Waves. Un DS10, ça c'est super, c'est une sorte de transient designer pour la drum. Ouais, c'est ça. Qui est XLR Audio. XLR Audio, j'ai tout, j'adore. Même leur boîte à rythme, XO. Les Cowboys que j'adore pour les délais. Le gain, c'est pour la phase. Ça, c'est le truc de Logic stock. T'appuies là, t'as la phase inversée. Je m'en sers beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le Goodhertz, donc ça c'est chez Goodhertz. C'est le tube tape. Ça c'est Kevin qui s'en sert, moi je sais pas m'en servir. J'aime pas trop d'ailleurs ce qu'ils font. Je sais que Lionel Buzac m'avait vendu le compresseur et je le trouve un peu trop compliqué pour moi. C'est pas ma lisibilité graphique. Literal Turbo, je m'en sers beaucoup pour modifier mes voix. Multimètre, c'est un multimètre, c'est très important pour la phase. Noise gate, je m'en sers plus trop. Pedalboard, il y a un pedalboard Logic, mais qui en fait me sert pas trop, j'en ai un. Pro Q3, je m'en sers jamais, je déteste FabFilter, je sais pas pourquoi, tout le monde a ce truc. RC20, je m'en sers plus. Reel, je m'en sers beaucoup. Scale cassette, je crois que ça c'est aussi un truc à la Buzac, ça. C'est une cassette qui fait du wow. C'est tout ce qui m'a inspiré de faire, d'acheter. Ouais, voilà, j'en avais marre de ces trucs. Pickers, c'est pas mal, c'est un truc, j'aime bien cette marque, c'est AudioSting. Et ils font des plugins vraiment solides. Et là, c'est vraiment pour avoir des différents speakers. Tape Mello5, pareil. Ça, c'est super bien. C'est chez Arturia. Pareil, chez Arturia, ils ont ce truc qui est super. C'est pareil, un wow, un flotteur qui est magnifique. Et surtout ce filtre-là, qui est magnifique. Ils sont bien leurs effets, Arturia. Ouais, ils sont chauds. Ouais. La BX20, donc ça, c'est vraiment ma Reverb Star. Très coconienne. J'utilise quasiment que cette reverb là. L'ampeg, SVT-VR, ça c'est super. J'utilise tout ça pour mes guitares électriques, j'utilise beaucoup. Oui, finalement, même si tu as des vrais amplis, souvent ça t'arrive pour le côté pratique d'utiliser une fois sur 4, on va dire, mais oui. Ça c'est cool aussi. L'Ampex, j'ai la même chose avec le Studer, quoi, à 800. Ensuite, les EMT, c'est mes deux autres reverbs préférés. La 140-200, surtout celle-ci, là. Ça, je l'adore de ouf. Voilà. Tu utilises sur quoi, ça? Surtout la voix. Fairchild, j'adore. Le Mag, que j'aime beaucoup aussi. Qui me sert. Alors, faut faire très attention à ce bouton qui est très méchant là. Mais sinon, le reste est super. Ouais, il est super. Je l'ai aussi celui-là. Moi, je me fais engueuler par Alexis Bardinet dès que je suis par là. C'est ça, ouais. Là, il m'appelle, il me fait « T'as mis à 6 ?» Donc, le bouton jaune. Alors que moi, j'ai tendance à faire Surtout passé 40 ans. Ah ouais, c'est clair. Le NIV 1073, le Oxford, ça, c'est super bien. C'est un beat saturateur, un truc comme ça. Stan Neff, avec qui je viens de bosser, me l'a expliqué et j'ai pas compris. Il est trop technique, ce gars. Mais je l'adore. C'est un super ingé son et un super mixeur. Et il l'utilise beaucoup. C'est lui qui m'a fait surkiffer ce truc. Ça donne du gras. D'accord. Ensuite, nous avons ça. J'utilise beaucoup ça. C'est une rat, mais qui est, pareil, plug and play. Ensuite, le Dimension D, ça c'est super, indispensable si vous avez de l'UAD. Pour les synthés, c'est un chorus. Ça, indispensabilité absolue. Les transientes. Ça, indispensable pour tous vos bus. Surtout celui de sortie. J'invente rien, écoutez. Les Valhalla, évidemment. Voilà, du Valhalla que j'utilise absolument jamais. Celui-là, il est atroce, celui-là. Le shimmer, il n'y a pas de pire comme effet. Si vous mettez du shimmer dans vos prods, vous m'appelez jamais, quoi. Par contre, non, celui-là, il est super, le Vintage Verb, il est ouf. Ouais, celui-là, il est bien, ouais. Ça, c'est super. Et après, Vocal Rider. Et oui, en effet, le Vocaline, ça, je m'en suis servi un petit peu sur quelques disques, mais je m'en sers. Tu vois, quand même. Non, mais tu m'as très vite détecté, toi. Donc ensuite, ce que j'ai fait, je reviens sur cette chanson. Donc on a des... À la fin, je voulais que le piano se détruise. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré le piano dans une cassette que j'ai passée au four à 180 pendant 9 minutes à peu près. Mais ça va pas. Véridique. J'avais besoin... En fait, je me souviens des vacances où je partais en Corse avec mon papa. Ouais. Et il avait une vieille Ford rouge Escort, tu sais. Et on partait, je devais avoir l'âge de mon fils, donc 11 ans. Et on a écouté Pete Gervais, Nirvana dans la voiture. Le REM aussi avec Everybody Hurts, cet album qui était ouf. Et il laissait les cassettes sur la plage arrière, ou sur le tableau de bord, sans faire exprès, sans mettre le pare-soleil, tu sais qu'on mettait. On était en Corse, il faisait 59 degrés dans la voiture. Et on est revenu un jour et il y avait, alors c'était le MTV Unplugged de Nirvana que j'adore. Et il l'avait laissé un peu fondre et ça fait un espèce. Et là on l'a mis dans la cassette pour rentrer en mode. En plus on faisait les cons en voiture, toujours les bras par la fenêtre en mode wouhou, I need an easy friend, tu vois. Et puis là, ça faisait... Et je me suis dit, mais wow, dans ma tête, c'était génial, quoi. Ça a rendu le moment. Et je me souviens de cette plage, de la Corse, des sangliers, de châtaignes, de tout ce moment-là et des cassettes fondues.
Et du coup, à un moment, je me faisais chier. Avec Kevin, on a commencé à maqueter cet album il y a déjà 1 an et demi. Ouais. Et on se regardait à la fin, je me disais, il y a un truc un peu pantoufle quand même, un peu chiant. Et en fait, j'ai eu la solution. Un jour, je me suis dit, attends, je vais tout fumer pour voir, tout cramer. Et j'ai commencé à mettre des cassettes au four. J'en ai mis sous la pluie pendant genre 2 semaines. Ah ouais. J'en ai mis dans du Coca. J'en ai mis dans du WD-40. J'ai essayé de voir comment je pouvais détruire le son. Ouais. J'ai essayé aussi de voir, est-ce que j'enregistre d'abord sur la cassette, puis je détruis, ou est-ce que je détruis la cassette, puis j'enregistre avec le DIY. Le mieux, c'est vraiment essayé, de. Ouais, j'ai tout essayé. J'ai passé. Bon, je me faisais chier en même temps. Donc, Et c'était quoi alors la meilleure formule c'est dans le four. Ouais. Vraiment, je retrouvais vraiment les sensations d'enfance. Four, du coup, tu le mets à combien? Excusez, on parle cuisine un petit peu. Ouais, mais en fait, et en fait, ça dépend. Alors, pas trop. Hein, moi, j'aurais peur de faire fondre, tu vois, que ce soit inutilisable, quoi. La cassette? Ah, mais j'ai eu 50 pertes. Ouais, voilà. J'ai eu peur que. Ah non, mais à la compta, ils m'ont engueulé. Derrière. Non, mais en gros, ouais, j'ai acheté beaucoup de cassettes et du coup, j'en ai gardé quelques-unes. Alors, il y en a une, c'est la. Ah, j'ai aussi fait des. Celle-ci, elle est intéressante. C'est une cassette que j'ai gênée. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai fait passer. Tu sais, normalement, la cassette, elle fait un rond. Oui. Celle-là, elle fait. Elle fait un truc gênant. Ah ouais. Elle est gênée. J'ai démonté. J'ai dévissé les vis, là. J'ai dévissé les vis ici. Ouais. Et j'ai fait des picots qui gênent le passage. Je l'ai fait aussi dans ma Space Echo pour essayer des fois. Ouais. Et en fait, c'est génial parce que ça fait des. Et en fait. Bah, mine de rien, ça. Tu contrôles rien, mais au moins. Voilà, personne ne peut l'avoir. Par contre, c'est de la merde. Donc, non, je rigole. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je veux un truc vraiment fumé et lo-fi, et donc, ça donne ça, du coup. Alors après, ça passe aussi dans le Chase Bliss, là, dans ça aussi. J'ai fait une espèce d'automation. Tu vas voir, il y a un filtre à un moment. Donc là, il y a un fade out et là, il y a un fade in. Je voulais qu'on ait une sensation de piano qui disparaisse et qui meurt comme ça. Voilà, il y a cassette qui arrive là. Qui évidemment est mono en plus là, je l'ai monoisé. Ça donne un effet un peu intemporel, un peu... Et puis ça fait... Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Et ça joue sur le pitch en plus. Donc j'ai dû repitcher avec le Logic. Oui, j'imagine que derrière... Ouais, parce que... non, la matière est inutilisable quasiment. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, faut reconstruire. Tu détruis pour reconstruire. Exactement. C'est beau. C'est ma vibe du moment. Ouais. Pour finir, je peux te montrer un peu... je sais pas, on peut peut-être ouvrir une session... peut-être la chroma. Voilà, donc là je suis dans la chroma. Donc attends, là c'est nature. Et là, on va essayer. Donc, tu as 4 canaux. Tu as un canal caractère, un canal mouvement, un canal diffusion et un canal texture. En gros, ça veut dire drive, trémolo, reverb et truc bizarre. Donc, le drive, ça fait ça. Donc, tu as un filtre. C'est assez cool en vrai. Voilà. Et ensuite, je le règle comme je veux. Ensuite, tu as un sweeten. Ça, je crois que c'est une sorte de compression exagérée. Ouais. T'as un fuzz qui ressemble au son ramp un peu. C'est beau ça. T'as un howl, je sais pas ce que c'est le howl. Enfin voilà, tu peux vraiment... C'est numérique comme pédale ou tu penses qu'il est parti analo et tout ça? Je pense que c'est parce que pour le prix, elle coûte 400 balles. Ouais. Je pense que si c'était un autre, ça vaudrait 2980 sur Thomann. Ouais, ensuite, on a Swell. Ah, ça, c'est des rampes, mais là, ça ne marchera pas sur une batterie. Alors ensuite, on a un truc de mouvement. Donc, tu as un doubleur qui est magnifique. Tu as un vibrato qui va servir à rien sur la batterie. Tu as un phaser. Ouais, voilà, exactement. Ou Tame Impala, tu vois. Ouais. Avec la vitesse en haut et l'intensité en bas. Ensuite, tu as un trémolo qui servira à rien, là, et un pitch. Ouais, une sorte de pitch comme ça. Non, mais c'est vraiment une super pédale. Ensuite, tu as la partie reverb, avec un délai très numérique, on va dire. Ensuite, tu as le Reels. Donc ça, c'est plus... on dirait peut-être comme un truc de tape. Ensuite, tu as le Space Echo. Ah non, Space, pardon, n'importe quoi. Le Reels, c'était Space Echo, et ça, c'est une reverb, tout simplement. D'accord. Qui est pas ouf. Ensuite, tu as un collage, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça fait des trucs aléatoires, des glitches aléatoires. Ouais, c'est d'accord. Ça, j'ai jamais compris l'intérêt. Ensuite, tu as un reverse. Voilà.
Ça, c'est pas mal en vrai si tu veux faire un effet à un moment. Ensuite, tu as la partie texture. Donc, tu as un filtre qui est super bien. Attention, c'est parti. Qui doit être analo, lui, peut-être. Non, je pense pas. Par contre, il a une course bizarre, c'est qu'il est fermé jusqu'à midi et à partir de midi, il est ouvert. Donc, c'est un peu dommage. Ensuite, tu as un squash. Donc, ça, c'est vraiment une compresse abusée de chez abusé. Ouais. Ensuite, tu as une cassette audio, une cassette pétée. C'est vraiment cool, ça. Ensuite, une cassette pétée. Donc, à des moments, des fois, ça rate, tu vois. Bien sûr, ça va pas le faire, là. Et enfin, à la fin, tu as une interférence. Ça sert à rien non plus. Donc, en gros, tu as plein d'effets. Donc, si tu mélanges ensuite, on va dire ça, avec ça, voilà, tu peux commencer à avoir des... Et ce qui est pas mal, c'est que tu peux le capturer et tu peux lui faire une automation. C'est-à-dire tu l'enregistres le bout de la course de ton bouton, tu lâches et il va le faire tout le temps comme ça. Ouais, d'accord. Franchement, en studio, indispensabilité. Ouais. Alors j'ai une question pour toi. Si demain ils t'appellent, là, les gars qui font cette pédale, ils disent en fait, on a la même chose en plugin. Toi, a priori, c'est du numérique. Qu'est-ce que tu leur dis? Non, j'aime bien justement ce que j'adore, c'est allez vous faire voir avec votre plugin de merde, ou tu te dis c'est super en plugin, c'est plus pratique. Mais on l'a déjà. Est-ce que t'aimes, tu vois, le workflow le workflow, c'est ça qui me l'a fait acheter. C'est ça. Et surtout, j'adore de plus en plus. Mais ça, en plugin, on l'a. C'est juste que là, en gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 20 plugins en une petite boîte. Parce que toi, tu as tes petites habitudes et tout ça, machin. Si vraiment tu as le plugin, c'est la même chose. Toi, tu retrouves les mêmes boutons. Non, mais comme tu as vu, il y a très peu de plugins. Enfin, c'est pas... ça. T'aimes le workflow, d'envoyer dans une pédale, de toucher les boutons. Et de recorder après. Et puis, c'est pas du tout le... Bon, là, en l'occurrence. Par contre, tu vas voir ça, par exemple. Ça, c'est donc c'est la fameuse Teaching Machines qui s'appelle la Wellspring. Donc ça c'est super. Attends, je vais la lancer. Pardon. Donc. Alors, je vais tout baisser. C'est parti. Voilà, donc ça c'est mon bruit brut. J'ai un étage délai. Ouais, c'est ça. Qui est génial. Vraiment, alors là c'est de l'analo pur et dur. Ouais. Avec un feedback ou pas. C'est vraiment super, quoi. C'est très précis, c'est quali. Ça, tu t'en sers pour des effets spéciaux dans certaines chansons, des trucs très momentanés, ou vraiment sur des prods entières, toi tu vas tweaker. C'est quoi tu t'en sers? Ouais, ça peut être sur une drum. Ou là, par exemple, la chanson un peu Radiohead à la fin, ça peut être juste sur la clave à la fin. Ouais, d'accord. Mais quand j'ai besoin d'un effet un peu comme ça, baveux. Et ce qui est génial, c'est que tu as un délai à gauche et à droite qui ont des timings différents. D'accord. Voilà, bon, tu peux aussi faire un truc très très court. Avec très peu de feedback, pour une guitare un peu rockabilly ou... voilà, ensuite donc je vais arrêter le délai, j'ai une partie modulation. Là ça va pas trop nous aider sur une batterie, mais... Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était donc la partie spring, qui est magnifique. Ouais. C'est une vraie... tu tapes sur le bureau, tu peux vraiment avoir des... qui est magnifique. Et tu as une partie magic, qui est un bouton que j'utilise beaucoup, qui est une sorte de... Tu peux faire venir, repartir, tu as vraiment des... On va essayer de le faire sur une partie, sur un instrument, tiens, pour voir. Ah bah il y a la modulation là, tu vois, qui fait un peu un effet wow. Ouais. Tu peux faire des effets de ouf. Là, c'est sympa là. Voilà, tu peux faire le spring en plus et le magic. Voilà, je m'en sers surtout sur les synthés, sur les où tu as besoin d'avoir des transitions. C'est une sorte de feedback global en fait. Ça, c'est une machine fantastique. Là, bon, désolé, on a 2 secondes donc je peux pas. Mais normalement, je prends une demi-heure et vraiment, je fais le truc vraiment fin et tout. Après, il faut aimer les boutons, moi j'adore faire ça. J'apprends limite par cœur comme un instrument, j'apprends la partie qui va durer 2 minutes et je vais faire tel bouton, on va tourner de 20% par là. Voilà, je suis vraiment très très pointilleux là-dessus. Voilà, et après, la sans ombre, ça peut être très sympa de regarder. C'est un truc que... Alors j'ai eu la chance de bosser avec Chad Blake, qui a bossé notamment avec l'Arctic Monkeys, avec la Shadow Puppets, et sur le Vanessa Paradis, on l'a fait avec lui. Et c'est vrai qu'il a... Sur les batteries, il m'a montré en tout cas qu'il utilisait énormément le sans ombre. Ouais, je m'en sers beaucoup...
pour un bus parallèle. C'est un peu l'équivalent du micro en forme de balle de fusil. Ouais, d'accord. Et ça, tu le mets... c'est excellent. C'est excellent. En plus, c'est une... C'est fou, quand même. Après, tu peux te calmer, hein, tu vois, genre comme ça. Ouais. Mais juste déjà, ça, là, c'est cool. C'est sublime. Et tu mets après ton machin. Oh, ça marche trop bien, ça. Ouais, c'est charmé. Et puis tu peux en plus bouger en direct. T'as un truc Tom Waits, un truc un peu... Ouais, c'est trop bien. Donc le 100 amp, surtout celui-ci, alors c'est le GT2. GT2. Pour la batterie... qui n'est pas du tout fait pour ça à la base. Ah non, du tout. C'est un truc de guitare, normalement. Ouais, mais il marche mieux sur la batterie que sur la guitare, je trouve. Ouais. Tu vois ? Voilà, enfin, là c'est abusé dans ce genre, mais une fois que tu le doses bien, que tu l'enregistres... Ouais, c'est ça, voilà. Non, ça t'apporte un grain de fou, quoi. Ouais, parce que normalement, le 100 amps, c'est sorti, c'est très vieux, hein. Les 100 amps, c'était avant qu'il y ait même des modélisations d'ampli de guitare et tout ça, c'était pour éviter de brancher ta guitare dans un ampli. Oui, c'est ça. Et j'avais même le... C'est la simulation d'ampli avant que ça existe, en fait. Ils ont fait même les trucs de vintage bass. Je me souviens, j'avais ça il y a 20 ans dans Coco. Et c'est entièrement analogique. De tout ce qui est ça, 100 amps, ça coûte quand même 200 et quelques. Mais je trouve que quand on est un batteur, il faut avoir un 100 amps. Voilà. En studio, en tout cas. Et Chad Blake, il a vraiment... Et lui, il en a même plusieurs branchés, différentes 100 amps, avec différents VCA, différents bus. Et c'est vrai que tout de suite, j'en suis acheté un, j'ai couru. Mais le chroma, là, il le fait à un moment, mais c'est pas exactement le même son. Ouais. Non, mais le chroma, c'est génial pour les mecs comme moi qui ont besoin d'avoir sous la main, avec 2-3 boutons, tac, j'essaye... C'est pas pareil que d'avoir le plugin, parce que des fois, juste d'appuyer sur le bouton d'à côté où il y a la reverb ou le Reels, enfin, moi je suis un peu plus lent à la souris qu'en fait avec mes doigts. Bah bien sûr. T'as qu'un seul pointeur de souris alors que t'as 10 doigts. Hein, donc, Ouais. Enfin moi perso j'ai 11 doigts. Oh yes. Quoi d'autre? Ça, donc on en a parlé, le Franklin. Le Revox, ça me permet de... bah tiens, on va essayer d'envoyer dans le Revox tant qu'on y est. Alors le Revox, tu t'enregistres dessus quand même ou tu fais juste passer le signal Alors, très bonne question. Ouais. Non mais c'est fou ça. Non mais c'est mon métier. Kevin en adore pour la batterie. Lui, il utilise quasiment que les préamplis sans enregistrer parce qu'ils ont un son trop beau ces préamplis. Ouais. Moi j'aime bien aller sur la tape quand même. Tu vas voir, ça rajoute un truc. Toi, tu vas au bout des choses, contrairement à Kevin. Ouais, mais Kevin, il va au bout très superficiel. Non, ça dépend dans quel domaine. Il y a des domaines où il va très loin, Kevin. Alors attends. N'importe quoi, putain. Alors, comme d'habitude, ça marche pas. Hein. Bon, vas-y, ça me gonfle cette interview. J'en ai marre. Il est 17h, c'est ton train là qui arrive. Donc, ce qu'on fait. Alors, après, on peut le faire. Il y a des gens qui tapent dedans. Hein. On va l'enregistrer, c'est parti. Donc, je vais enregistrer. Hop, je mets un petit marqueur. J'enregistre. Voilà. Donc, j'enregistre ma partie en général ou mon mix comme ça rec. Voilà, pendant ce temps-là. T'attends. A few moments later. One eternity later. Ensuite, tac, je stop, je rewind. Et après, tu recales et tout, là? Ouais, c'est chiant, ça. Moi, j'aurais pas la patience, tu vois. Ah, moi, j'adore. Ah, bah. Et voilà, et là... Merde, tac. Voilà. Et là, j'ai la fameuse... que la bande. Alors là, je suis pas allé assez fort devant machin. Non, mais déjà, il y a plus d'aigus, il y a plus de... Ouais, c'est plus cool, quoi. Quoi d'autre que vous dire? Franchement, on a fait un gros tour. Bah, merci, hein. Merci à toi, c'était top, hein. Bah, j'espère que t'as appris des trucs, je suis pas sûr, mais... Ah bah, si, j'ai appris plein de trucs. J'ai beaucoup de disques durs avec des tonnes et des tonnes d'audio et de mémos qui sont tous triés, ce qui fait que j'ai jamais... les gens qui me disent, ouais, j'ai une page blanche, j'ai pas d'idée... En fait, je vais chercher dans un disque dur, je sais qu'en 2007, j'avais enregistré 20 secondes de musique. Je fais beaucoup ça. Et c'est ça qu'on n'a pas du tout abordé ton deuxième boulot, qui parfois ton premier boulot, mais de réal, justement. Ouais. Parce que, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le boulot de réalisateur, du coup? Réalisateur, pour moi, qui a eu la chance de bosser pour Cocoon, alors j'ai eu des réalisateurs, j'ai co-réalisé tous les disques du groupe, mais j'ai eu la chance de bosser avec un Yann Capel qui m'a fait bosser avec des gars de Divine Comedy, de Radiohead, en Angleterre. On a enregistré dans des Abbey Road, Rack, j'ai enregistré à Berlin, à la Funk House, avec des gens géniaux, à New York, avec Matthew E. White. Enfin, j'ai eu la chance aussi de côtoyer des cadors, quoi, ce qui font que aussi tu progresses plus vite. Et surtout, tu te détaches très vite de certains détails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as vu, je te dis, bon, vas-y, ça, on s'en fout, c'est une voix, voilà. Je préfère l'émotion vraiment et le... Ouais. Faut pas se prendre la tête à essayer de mettre 14 000 plugins en disant, peut-être que là, ma batterie... Ça, je supporte pas les mecs qui en studio commencent à
à passer 1h30 à parler du son de basse. Ça, je comprends pas ce truc. Oui. Et d'ailleurs, tous les grands m'ont appris ça. En tout cas, tous les gars, personne ne passe une demi-heure à parler d'un son de kick, en fait. Je sais pas. C'est vrai qu'à chaque fois j'ai vu un pro bosser, le premier truc qui me surprend, c'est leur rapidité d'exécution. Voilà, c'est ça. C'est le côté. Alors le temps c'est de l'argent pour eux, ça c'est clair. Exactement, ouais. Et, c'est vrai que par contre, quand on m'appelle en réel, donc là, c'est pas du tout pareil que Cocoon, c'est-à-dire que j'ai une enveloppe qui peut aller qui peuvent parfois faire plusieurs dizaines de milliers d'euros à gérer, et c'est moi qui suis responsable de ça. Donc tu es le réalisateur, donc tu dois dispatcher aussi, choisir les bons musiciens, et des fois un super musicien qui en plus peut être un pote à toi n'est pas la bonne personne pour ce disque. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours un arsenal de personnes, et en France il y en a finalement, ils sont pas des milliards, parce que le studio il faut savoir l'utiliser et se comporter dedans. C'est qu'il y a des gens qui arrivent et qui se comportent pas en studio comme on devrait se comporter dans le sens création pure, c'est le cœur du réacteur. Les musiciens, il y en a qui sont géniaux en live, par exemple, et qui seront peut-être moins bons en studio, et inversement, il y a des musiciens de studio. C'est quoi les qualités d'un bon musicien de studio pour toi, du coup ? Hyper à l'écoute, force de proposition et avec un panel de couleurs possible dû à l'expérience. Un guitariste de studio, il va avoir... Souvent, c'est des mecs qui d'ailleurs arrivent avec une seule guitare, mais qui connaissent à la pointe de la pointe, et une guitare qui est une tuerie. Toujours des instruments ultra prêts, propres, accordés. Ça m'est arrivé, j'ai eu une anecdote marrante, c'est que je bossais sur un disque d'un Stéphane Echer, je crois, et il y avait le studio à côté, il y avait Bernard Lavilliers, donc des disques quand même d'artistes très installés. En fait, moi je viens d'une maison qui s'appelle Barclay, qui a décelé chez moi, c'est assez rare en fait, un potentiel de réalisateur, parce qu'ils voyaient que j'aimais beaucoup les machines et tout ça, et puis j'ai toujours été un peu ingénieur du son et tout. Et ils m'ont tout de suite dit, tu vas réaliser des disques pour les artistes maison. Donc j'ai fait le Stéphane Echer, et puis j'avais acheté une jazz bass la veille pour ce disque. Et je ne l'avais pas encore fait régler, en pensant d'ailleurs, désolé, c'est une marque qu'on aime bien en plus, mais qu'en arrivant, elle serait prête à être jouée. Ce qui n'est jamais vrai. Quasiment jamais vrai. C'est pas totalement vrai. Mais... Et là, justement, sur Thomann, les 2 dernières guitares que j'ai achetées, c'est une J200 et une Martin. Les 2 sont arrivés, mais nickel, quoi. Alors, je sais pas s'ils le font pas maintenant, mais Thomann, franchement, chaud. Bref, et je donne cette jazz bass au bassiste de Lavilliers, et il revient 1 heure après en me disant ta basse est fausse, et Bernard est pas bien, et en colère, ou j'en sais rien, tu vois. Et je me suis senti tellement bête. Un peu costaud, là. Ouais, il veut te démonter. Il te démonte. Faire très attention à ça, et là, je me suis trouvé pas pro. Et j'étais jeune, j'avais 28 ans, 27 ans, et j'ai appris de ce jour-là, tu vois. Rester à sa place, en fait, ne pas forcément intervenir au moment où... Parce que le réalisateur aussi fait une espèce d'interface entre des fois peut-être une dizaine de personnes, entre la maison de disques, le management, la boîte d'édition, l'artiste lui-même, qui est évidemment le plus important, et lui, le réalisateur avec ses musiciens à lui, et il faut intervenir au moment où tu sens qu'il y a un slot. Et sinon, des fois, ça peut perdre le fil des pensées de l'artiste. Savoir quand intervenir et comment le faire, et d'une manière où ça se voit quasiment pas. Il faut être très subtil en studio. Parce qu'une journée, finalement, où tu vas faire, par exemple, le matin, un quatuor ou un orchestre philharmonique, tu en es déjà à 10 000 balles la matinée, plus le soir, tu peux faire des disques qui valent vite le prix d'une petite maison, quoi. C'est ça. Donc il faut gérer ça correctement. Alors, je parle vraiment des disques à gros budget. Voilà, et le rôle du réalisateur, donc pour en revenir à mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que l'artiste soit plus beau qu'en réalité. Montrer toutes ses qualités et mettre une loupe dessus énorme pour qu'en fait on voit même pas qu'à côté un petit bouton d'acné. C'est ça. Et je dis pas que tu as de l'acné. Non, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment faire en sorte que l'artiste soit magnifié et magnifique. Quand on est artiste, et je le sais moi-même, parce qu'il y a des artistes qui sont plus ou moins auteurs, plus ou moins compositeurs, parfois aucun des deux, souvent d'ailleurs, et parfois plus chanteurs, des fois parfois plus... je sais pas, et donc une fois que tu as compris quelle était la force d'un artiste, quand il a les 3, c'est ouf. Là, il y a des artistes qui t'ont impressionné, comme ça, tu dis waouh. Non, alors c'est plutôt des gens qui m'impressionnent, c'est plutôt des gens qui sont pas dans mon domaine d'activité. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Trey Pollard qui a bossé avec Cocoon il y a peut-être 2 albums où il avait fait les arrangements orchestraux. Souvent, c'est mecs qui m'impressionnent. Et lui, il avait fait notamment les Lana Del Rey juste avant. Et tu vois qu'en une seconde, alors déjà, il est chef d'orchestre, alors les chefs d'orchestre, quand ils sont bons, c'est ouf à voir. Et c'est vraiment, pour moi, c'est toute la magie. En fait, c'est ce que je maîtrise pas. Donc lui, il était ouf. Deacon Hinchcliffe aussi, chef d'orchestre sublime sur les cordes dans l'album numéro 2 de Cocoon, d'ailleurs, où tu nous avais vu. Et là, c'est les cordes, il nous a fait dans tous les musiciens de Divine Comedy, Radiohead et tout. Et là, on était à Abbey Road, justement, et je crois que c'est un des premiers jours où j'ai pleuré en studio, vraiment à chaudes larmes et de joie, quoi. Et ensuite, en interprète, je sais que par exemple Vanessa Paradis, par exemple, quand elle se met derrière un micro,
elle est d'une justesse de voix. Alors elle est ni autrice ni compositrice, on lui fait ses chansons, j'en ai fait. Mais quand elle chante, par contre, tu comprends pourquoi c'est une star, quoi. C'est que dans la seconde, c'est un tube. Quoi. Il y a des gens comme ça, c'est injuste, hein, mais... mais ils sont pas là par hasard. Tu vois. C'est ça. Ouais. Donc voilà, bon après, il y en a plein. Tous les gens avec qui j'ai travaillé, ils ont tous un truc. Chien Noir, il avait vraiment un truc de... C'est un super musicien, un super pianiste. Moi, au piano, il m'a appris plein de trucs. Être réel, c'est aussi beaucoup... Il le disait très bien, Lionel, dans son audiofanzine, j'ai regardé. Il disait, il y a beaucoup de gestion d'humain, de psychologie. C'est de faire en sorte que l'artiste, en fait, il se rende pas compte, mais en bout de 10 minutes, tu as réussi à le déstresser, à le faire marrer, parce qu'il joue sa life en fait. C'est hyper important. Et il est chronométré pour jouer sa vie. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est tellement un bonheur de faire un album, quoi. Enfin, pour en avoir fait des dizaines aujourd'hui. Voilà, après, il y a des musiques de commande aussi, on en parlait tout à l'heure, les musiques de jeux vidéo. Alors du coup, ça se passe comment, la musique d'un jeu vidéo Alors là, il y a des choses spéciales à faire, j'imagine, au niveau des synchros. Qu'est-ce qu'on te demande déjà? Non, alors qu'est-ce qu'il faut livrer la chance que j'ai eue, c'était... là, je vais faire la suite, là, je pense. C'était un jeu qui s'appelle Road 96, qui a eu une super review. C'est un jeu français, Oui, je vois. C'est un jeu de stop, en fait, d'autostop, je crois. Je devais faire la musique d'un des personnages. Donc, c'était chaque personnage a une particularité. La mienne était joueuse de trombone. D'accord. Et j'étais là, genre, vous allez me demander de faire du trombone? Ils m'ont dit, bah ouais. Donc, j'ai casté des trombonistes. Et j'ai fait des chansons de Cocoon. Ils voulaient, en fait, là, c'était confort. Et en plus, le jeu vidéo, c'est un des derniers milieux où il y a encore du budget. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer avec beaucoup de... parce qu'en plus, c'est un jeu un peu indé, quoi. Ouais, mais qui est quand même distribué par un gros truc. D'accord. Donc, c'est vrai que ça, c'était cool. Le jeu vidéo, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que le cinéma... Alors, la musique dans le cinéma, c'est aussi différent. C'est qu'il n'y a aucun budget, encore une fois. Tout le monde croit que faire une BO, tu vas gagner plein d'argent. Mais on est de la dernière roue du carrosse. Des fois, tu as des musiques de films proposées, mais je vous dirai même pas les tarifs, mais c'est honteux pour 40 minutes originales. Mais voilà, j'ai eu la chance de faire aussi ça. Le truc que j'ai préféré, en fait, c'est faire de la musique pour une bande dessinée de Spirou. Ça a été génial. C'était le dernier Spirou en date et ils m'ont demandé de faire la BO du livre. Ah ouais, genre parce qu'avec, ils te donnent l'histoire racontée, c'est ça? Non, tu mets le truc pendant que tu lis, c'est ça? Ouais, si tu veux. J'ai fait des chansons, et ça se passe dans un hôtel. Qui s'appelle Pacific Palace, et j'ai adoré faire une musique d'hôtel. Un peu à la Wes Anderson dans comment il s'appelle cette Grande Budapest Hotel. Donc je me suis inspiré de ce film et je me suis inspiré du son feutré du piano, très pantoufle, très moquette, comme dans les grands palaces. Oui, t'as la moquette bien épaisse. On n'entend que ça dans la chanson. C'est cool. Donc voilà, et puis tout à l'heure on parlait du bruitage, tu vois, et ça m'inspire beaucoup d'imaginer, en fait, plutôt que la chanson finale, mais d'imaginer le contexte dans lequel elle peut être créée ou dans lequel elle peut vivre. Aussi, un studio, je pense que ça doit être mintical, comme on dit, c'est vraiment... moi, je fais gaffe que toutes mes guitares soient justes, accordées, que ça soit clean. Je déteste arriver dans un studio où il y a la vieille Heineken à moitié éventée, l'odeur de chlore. Et c'est vrai que c'est du boulot. Moi ça me prend du temps. Parce que c'est vrai qu'un studio, ça peut pas être con, mais il faut le nettoyer. Mais toi, tu nettoies tout toi-même parce qu'il y a plein de trucs qui sont fragiles. Du coup, c'est toi qui t'occupe de ça. C'est vrai que c'est du temps et de l'énergie, quoi. Je fais gaffe à avoir les boîtes pour tout. Je fais gaffe à tout référencer. Je me suis rendu compte que j'ai tout référencé cet été. Je me suis rendu compte, ça fait 20 ans de musique, j'avais emmagasiné mais un bordel. On se rend pas compte, mais un musicien, ça est rempli ça a besoin de place. Exactement. Un musicien professionnel, en tout cas, même amateur, en fait. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en référençant, j'ai vendu plein de trucs cet été. Toujours en revente et en rachat de choses. Et j'aime bien aussi essayer des choses et tout. J'aime bien faire le tri par le vide de temps en temps, je sais pas si t'es comme moi. Des fois, de vider. Ça sert à quoi de garder cette troisième basse qui me Puis après, c'est intenable en fait. C'est que tu peux plus garder, justement, comme tu dis, c'est très important d'avoir un endroit propre et bien rangé. Et que tout marche. Chacun sa méthode de travail. En tout cas, voilà, c'était Cocoon dans Audiofanzine. Merci Marc. Merci à toi. Puis on espère que cette vidéo vous a plu. Bisous. Ciao. Bye bye. Ciao.